Bonjour et bienvenue sur Blockchain Addict pour une nouvelle interview. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Damien. Damien Dupont, tu es le fondateur de NFT Biarritz, qui est un événement estival qui a lieu, comme son nom l'indique, à Biarritz. Je te laisse un petit peu d'abord nous expliquer l'événement et puis les enjeux qu'il peut avoir pour le secteur des NFT en France. OK, ça marche avec plaisir. Donc ouais, je suis organisateur avec mon frère, en fait, de NFT Biarritz. Donc ouais, nous, on fait pas mal d'events sur Paris, surtout en tant que participant, mais aussi en tant que speaker ou quoi. Et en fait, nous, on est rentré dans les NFT il y a maintenant 3 ans à peu près, parce qu'on a commencé à auditer des smart contracts, parce qu'on s'est rendu compte que les NFT étaient pas si persistants, si décentralisés, enfin qu'il y avait des sujets en fait, et que les pitchs qu'on entendait pendant les events, pendant les confs ou même sur internet, n'insistaient peut-être pas assez là-dessus, insistaient sur la techno, mais pas spécialement le code derrière, parce qu'en fait finalement ça dépend du code, pas tant de la techno. Mmh. Et du coup, bah, on apprécie beaucoup, enfin moi je fais beaucoup d'events à Paris, hein, j'apprécie beaucoup les events sur Paris, mais c'est vrai qu'on trouvait qu'il manquait, des events un petit peu tech. Au moins on rentrait un peu, même si on vulgarise énormément, qu'on rentre un peu dans la tech et qu'on explique aussi les risques par rapport à ça et les bienfaits évidemment. Et donc du coup, on a commencé avec des meet-up dans Paris, c'était, dans des bars entre 50 et 100 personnes. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, on a lancé la première édition de NFT Biarritz. Et donc là, l'idée d'NFT Biarritz, c'est vraiment, chill but no bullshit. C'est vraiment en mode, c'est les vacances, on est à Biarritz, enfin, on est là pour s'amuser, on est en tongs, chaussettes, surtout cette année, parce qu'on a fait des lancers de chaussettes et tout. Enfin, on s'amuse quoi, et on se rend bien compte que c'est en s'amusant qu'on apprend. Et on a beaucoup à NFT Biarritz de workshops, et c'est pour ça qu'on appelle ça no bullshit, parce qu'en fait, il y a que des builders. Les 3 quarts des speakers, c'est des builders. D'ailleurs, les 3 quarts des speakers payent leur place à NFT Biarritz pour supporter l'event. Pareil, les sponsors, la place d'un sponsor à NFT Biarritz est assez basse. Par contre, il y a une participation très forte des sponsors dans des ateliers, dans des activités, dans des animations, enfin ce genre de choses. Et voilà, donc on pousse vachement cet événement dans ce sens-là. Donc ceux qui viennent à NFC Biarritz, c'est soit des purs novices, donc des gens du Pays basque qui n'ont pas trop d'événements tech en général même. Donc ils partent vraiment d'un niveau tech assez bas, mais par contre ils sont hyper entrepreneurs parce qu'au Pays basque, enfin ils en veulent quoi, ils veulent pas que le Pays basque, enfin Biarritz se transforme en station balnéaire. Donc au Connecteur justement qu'on voit là, c'est un incubateur là-bas. Il y a beaucoup d'entrepreneurs et il y a beaucoup de gens intéressés, mais plutôt novices. Et après, après nous on est dans le milieu des NFT depuis un moment maintenant avec, bon avec OpenGem dont on parlera tout à l'heure, mais aussi on est cofondateur de la NFT Factory, on a fait pas mal de choses sur Paris. Donc on a pas mal d'amis, enfin de potos crypto qui viennent, un petit peu en France, mais aussi un peu du monde entier. Et du coup, bah, c'est sympa de voir cette, ce mélange et ces conversations qui sont, je pense assez originales, dans les salons, qu'on retrouve pas souvent, mais qu'on retrouve à NFT Biarritz. Explique-nous un petit peu, pour ceux qui connaissent pas la NFT Factory. Je saute un peu sur ça. Ça me permet un petit peu de faire suivre justement, l'interview. Mmh. Ouais, ouais, alors la NFT Factory, c'est essentiellement maintenant un lieu dans Paris. Ça fait un peu plus d'un an que ça a ouvert. En face de Beaubourg, donc en face de Pompidou, à Beaubourg. Vous avez un lieu qui s'appelle NFT Factory. Je vous invite à aller visiter, c'est sympa. Et en fait, c'est un lieu dédié, à l'art NFT. OK? Donc il y a c'est le seul lieu au monde qui existe aujourd'hui, c'est la seule galerie d'art au monde NFT qui existe. Ça fait très plaisir que ce soit à Paris. Et donc du coup, vous pouvez c'est l'entrée libre toute la journée, vous pouvez rentrer. Alors non, je crois que la semaine dernière, pendant 3 jours, il y avait une entrée, spéciale, une expo spéciale qui était à 5 € avec une histoire, enfin toute une expérience. Mais en règle générale, enfin, si vous passez devant, vous pouvez rentrer, vous pouvez, regarder ce qu'il y a. Il y a des expositions, il y a pas mal d'activités à l'intérieur, ça dépend des jours. Et il y a aussi alors si vous êtes intéressé, si vous êtes, donc ça c'est pour le grand public, hein, donc pour vous, si vous vous promenez avec votre enfant, votre femme ou quoi, votre mari. Mais si vous êtes en tant qu'entreprise, si ça vous intéresse également les NFT, à la NFT Factory, heu, il y a des formations. Et il y a aussi, enfin c'est aussi un lieu qu'on peut privatiser. OK? Donc ça peut être payant pour les bah, voilà, donc là on voit certains qui ont peut-être réservé des events, des événements. Je sais que Binance a réservé un événement, Mmh. là-bas, il y a pas si longtemps. Donc la NFT Factory, utilise aussi les mécanismes Web3 et c'est token gated. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez le NFT de la NFT Factory, c'est-à-dire que vous êtes membre et que vous avez aussi accès au lieu, évidemment, donc le rez-de-chaussée, vous y avez accès
Et si vous êtes membre, vous avez aussi accès à l'étage supérieur. Heu et dans ce lieu, vous pouvez quoi? Bah, vous pouvez travailler, heu, aussi même, je crois, booker des rendez-vous avec les founders, donc avec moi en l'occurrence, mais aussi avec d'autres founders pour poser vos questions et donc travailler dans ce lieu. Vous pouvez aussi même organiser des événements, et je sais qu'il y a des, je crois même qu'en ce moment, je sais plus si c'est pas gratuit ou il y a un prix, où il y a des prix très, très préférentiels pour ça, si vous voulez booker le lieu et que vous êtes membre. Donc voilà, donc c'est très intéressant. Moi, ça m'a beaucoup plu de rejoindre, ce projet en tant que founders et aussi en tant que CTO. On a mis en place, bah, les smart contracts qui sont déployés par les artistes pour justement sécuriser ça. Comme c'est une galerie d'art et qu'il y a des ventes aux enchères, enfin qu'il y a des ventes qui sont faites là-bas, c'est aussi très important de savoir qu'est-ce qu'on achète et c'est un peu la responsabilité bah, du galeriste en fait, de vérifier que l'œuvre soit déjà une vraie et qu'elle perdure dans le temps, qu'elle soit pas altérable, qu'elle soit pas, vous voyez? Qu'elle soit de bonne qualité. Et du OK. coup, avec OpenGem, on s'est occupé de ça à la NFT Factory. Puis parfois, on peut rencontrer les artistes en réel, Mmh. du coup, dans cette galerie, même si on achète une œuvre numérique et c'est quand même, très intéressant d'avoir un lieu sur Paris, un repère et je c'est vrai que vous êtes les premiers NFT Factory à à avoir fait un lieu, donc très sympa en plus avec un verre, qui se distingue, C'est clair. très cool. C'est souvent le jeudi soir, les vernissages. Là, justement, c'était jeudi dernier, le vernissage de l'histoire des NFT qui était super intéressante et là, souvent, il y a des prises de parole, en effet, de l'artiste ou des gens qui mettent en place l'exposition. Très sympa les jeudis soirs, j'y suis souvent d'ailleurs. Et d'où t'es venue cette passion au NFT? Comment c'est venu, enfin, cette technologie, comment tu as accroché? Bah, yes, en fait, moi, je suis rentré dans le monde, alors vraiment dans le vrai monde de la blockchain en 2020 à peu près, avec la Binance Smart Chain. En gros, la blockchain un peu, le doublon de Ethereum, en gros, pas la même système de validation, mais en gros qui permet de s'amuser avec beaucoup moins de frais. Et avant j'avais quelques cryptos, mais dans des exchanges centralisés, donc en fait, dans des banques en fait, donc c'est très centralisé. C'est comme si je les avais pas mes cryptos parce qu'ils sont pas dans un wallet en fait. Et j'ai commencé vraiment à m'approprier la technologie blockchain en 2020 à peu près, peut-être un peu avant, 2019. Et là où ça a bien pumpé avec le covid d'ailleurs, c'était le feu, enfin ça m'a beaucoup, je me suis beaucoup amusé du coup à faire des petits scripts, enfin en fait des smart contrats, des robots qui permettent d'interagir avec la blockchain, d'acheter des cryptomonnaies, de les vendre. Bref, je me suis rendu compte du potentiel du truc et surtout je me suis rendu compte à quel point, bah, on possédait des choses en fait avec la blockchain. Alors c'est pas vraiment nous, c'est notre wallet, mais quand c'est écrit dans un smart contract que telle wallet possède telle chose, personne ne peut rien y faire. Il n'y a pas à distance quelqu'un en centrale qui peut dire: «Moi, je supprime ce compte, j'enlève de l'argent ici» ou quoi. Et ça, c'était un peu une révolution pour moi. Je ne savais pas que ce genre de système existait. Je suis dans l'informatique depuis longtemps et c'est là que je me suis vraiment rendu compte du potentiel. Autant le livre blanc Bitcoin, je l'avais lu à un moment et j'avais pas trop fait gaffe. Là, je me suis bien rendu compte du truc. Je me suis dit: «Ah ouais, OK». Enfin, OK. Alors la Binance Smart Chain, c'est encore un autre sujet, mais technologiquement, c'était très intéressant. Donc je me suis beaucoup amusé, à faire ça et à un moment, on a voulu avec mon frère du coup, créer une plateforme pour faire des NFT et du coup, bah, ce qui est cool avec la blockchain, c'est qu'on a accès au code en fait, parce que la blockchain, c'est quoi? C'est très simplement, c'est juste une base de données. C'est un endroit où on met de la data et en fait, ce qui est cool avec cette base de données, c'est qu'elle est accessible par tout le monde. Tout le monde peut lire ce qu'il y a sur la blockchain. Donc en fait, c'est très transparent. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde sait qui possède quoi et qu'on le possède vraiment. Parce que plein de gens peuvent prouver que tu possèdes bien ce que tu as ou quoi. Et ce qui est cool, c'est qu'elle est utilisable par tout le monde. Tout le monde peut utiliser cette base de données pour mettre des choses dedans. Et quand on a voulu faire nos premiers NFT, on s'est dit: «Tiens, on va voir ce que font, bah, les voisins, les CryptoKitties», enfin les collections de l'époque. Il n'y en avait pas tant que ça d'ailleurs. Pas encore les Bored Ape, il y a pas tout ça, mais il y avait quelques trucs et en regardant, on s'est dit: «Mince, mais ils utilisent pas tant que ça la blockchain en fait». En fait, les CryptoKitties par exemple, l'image du chat, elle est pas sur la blockchain. Bah, Les non. CryptoPunks, l'image du punk, il est pas sur la blockchain. Mais comment ils ont fait? On a commencé à creuser et là, on s'est rendu compte que certains projets, non, ce ne sont pas des scams, parce que c'est des projets avec du marketing, c'est du projet qui fonctionne. Enfin, Fortnite, c'est pas un scam et Fortnite, c'est centralisé. Donc voilà, non, c'est des bons projets, mais ils sont pas enfin, ils n'utilisent pas la blockchain, ils n'utilisent pas le Web3 au point où on pourrait l'utiliser et au point où on pourrait décentraliser ou au point où on pourrait offrir de la propriété. La blockchain, c'est ça, ça peut offrir de la propriété, de la persistance. Ça, tu peux avoir un asset qui ne bouge pas dans le temps. Tu mets ton image sur Google, si Google disparaît, ça disparaît. Là, au Et moins même dans la blockchain, c'est super intéressant d'avoir je des choses qui perdurent. je dirais même que c'est une propriété qui va au au-delà d'une vie.
Et moi, c'est un peu ce qui m'a passionné parce que moi, c'est la commission, qui fait que quand j'ai connu les NFT, après je me suis intéressé aux vraies enchères dans la vraie vie, à aller dans des salles d'enchères. Du coup, j'ai dit: «Ah bah, c'est vraiment les NFT, c'est vraiment copier-coller des offres». Mais de savoir Mmh. qu'un créateur d'une œuvre peut, du coup avoir un sur les marchés secondaires, toujours mettre en place, avec le smart contract, une petite commission sur les ventes qui vont s'exécuter après. Pour moi, c'était un peu la révolution dans le sens, que les enfants, petits-enfants pouvaient toujours, avoir un revenu dû à l'artiste qui a été dans la famille. Donc, c'est vraiment, si on pousse ça dans vraiment des années, je pense que c'est vraiment, moi, la révolution qui m'a plu. Voilà, c'est la petite commission qu'un artiste pouvait mettre sur son œuvre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Damien, de cette commission? C'est vrai que on en parlait beaucoup au début, mais moi, c'est vraiment ce qui m'a accroché. Bah, ouais, 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 sur le papier, c'est cool, parce qu'en effet, dans le smart contract, donc vraiment dans le code, dans le cœur du NFT, on peut mettre, des règles sur les royalties, donc les commissions, tout ça. Mais, le problème, c'est que c'est un EIP, c'est pas obligatoire, en fait. En fait, c'est un Mmh. consensus, OK? Et le IP 9, cette c en fait, dans le smart contract, c'est un contrat et c'est comme si on achetait une œuvre, aux enchères qui est associée à un contrat papier. Bah, le contrat papier, si des gens veulent pas faire, telle ou telle ligne du contrat, bah, ils la font pas. Et ben, malheureusement, quand c'est un EIP, donc comme pour les royalties, bah, c'est un peu pareil et les marketplaces peuvent choisir si elles lisent ou pas ce truc de royalties. Donc oui, Ouais. sur le papier, c'est cool, mais si les marketplaces ne jouent pas le jeu, bah, c'est comme Blur, bah, les royalties ne sont pas appliquées. En fait, les seules royalties qu'on peut imposer, c'est lors du mint, c'est lors du premier achat. Là, lors du premier achat, c'est vraiment ta fonction qu'on utilise, OK? Alors que les marketplaces, quand tu utilises une marketplace, les marketplaces prennent possession de ton NFT, en gros. C'est-à-dire qu'ils ont le contrôle sur ton NFT et toutes les fonctions de ton NFT et ils font des transferts. Il y a pas dans ton NFT de fonction de vente, d'enchères et tout. C'est trop compliqué et ça n'a pas à être là-dedans. C'est comme si je te disais, la Joconde, Léonard de Vinci, il a pas mis derrière la Joconde, écrit en petit: «Bon, bah, quand tu vendras la Joconde, tu feras comme ça, et puis ça se passera comme ça pour la vente aux enchères, et puis ça se passera comme ça pour le marché noir ou quoi». Il a pas écrit, c'est l'œuvre, tac. Les bons NFT, déjà, il y a déjà assez de taf pour les rendre, comme je disais, à garantir la souveraineté de l'artiste, garantir la propriété de l'acheteur, garantir la persistance et tout, c'est déjà assez compliqué. Donc évidemment qu'on peut écrire des guidelines, donc des consignes pour la suite. Tiens, marketplace, c'est plutôt ça la règle, quoi, mais rien n'est obligatoire. Donc oui, sur le papier, c'est bien, mais quand c'est pas appliqué, c'est dommage. Et qu'est-ce que tu penses de mêler la technologie NFC à NFT, que je trouve très intéressant dans certains cas, comme des vêtements, mais non fongibles, c'est quoi? Appareil Fungible apparel. yes, qui fait ça. Je trouvais ça très intéressant, en tout cas, de mêler une technologie avec, celle du NFT. Je trouve ça aussi intéressant. Ouais, c'est toujours un peu compliqué, de lier le monde, physique au monde, digital. Ouais. Ça l'était avant la blockchain, bah, ça l'est tout autant aujourd'hui. On a les mêmes problématiques, en fait. Tu vois, lorsque Louis Vuitton planque des puces dans les sacs ou quoi, pour justement les identifier et tout ça, elles finissent par être retrouvées et la puce finit par être mise dans un sac faux, en fait. Bah, là, c'est un peu pareil, ta puce NFC, ouais, ouais, tu peux la mettre sur un objet physique, mais ça empêche quoi de décorréler l'objet de, enfin, tu vois, il faudrait vraiment le graver ou quoi. Si tu graves le QR code, bah, après, qui empêche de graver le même QR code sur un autre objet? Je sais pas, je sais pas, je pense Non, qu'il faut hacker le truc. c'est très intéressant. Je pense que la techno correcte, c'est ça et il y a un vrai besoin, OK. Mais je pense que la techno correcte pour le faire, heu, je sais pas si elle existe. Moi, je l'ai pas vue encore. Tu vois, nous, on a travaillé avec, on a chez OpenGem, on audite des smart contracts pour calculer le niveau de souveraineté pour l'artiste. Donc est-ce que l'artiste, il est bien, serein quand il déploie son smart contract avec ses œuvres, qu'on va pas lui piquer ou quoi, voilà. Et le niveau de propriété pour l'acheteur. Est-ce que moi, en tant qu'acheteur, j'ai mon œuvre, est-ce que, à distance, quelqu'un peut la toucher? Est-ce que dans le temps, elle peut disparaître? Est-ce que, voilà, tu vois? Donc, est-ce que vraiment je pourrais léguer mon asset, à mes petits-enfants et voilà. Après, est-ce que ça gardera sa valeur?
Bon, ça, j'en sais rien, c'est de l'art, c'est le marché qui décide. Mais en tous les cas, je le garde, je conserve mon asset, numérique. OK. Et donc du coup, dans cette dynamique-là, nous, chez OpenGem, il y a des projets qui viennent nous voir et qui nous demandent en amont, avant même d'avoir déployé le smart contract sur la blockchain: «Est-ce que vous pouvez nous aider pour faire des NFT persistants qui respectent vos standards?» et tout ça. Et c'est ce qu'on a fait. Bah, les NFT de l'ONU, là, qu'ils ont sortis là, il y a 3-4 mois, ils utilisent nos extensions. On propose des librairies, en fait, pour les développeurs qui peuvent injecter dans leur smart contract et comme ça assure ça. Ou des fois, on fait des accompagnements, donc on accompagne des projets. Et là où je voulais en venir, c'est qu'on a accompagné Watch Certificate. Et Watch Certificate, c'est un projet super intéressant où on suit ta montre, donc les montres de luxe, genre les Rolex, les Breitling, et cetera, sont rarement, d'origine. Enfin, c'est impossible, en fait, dans le temps, il y a toujours un petit élément qui a changé ou quoi. Et là venait la question de, donc du coup, ils nous ont demandé de les accompagner pour faire leur smart contract et tout ce qu'on a fait. Ils nous ont vachement challengés parce que là, il est pas de question de persistance. Il faut pas que le NFT reste statique dans le temps. C'est pas ça le but, c'est pas ça le projet. C'est normal que le OK, mais comment on fait pour rendre quand même le truc persistant? Pour rendre le truc enfin, pour rendre la blockchain intéressante, parce que sinon autant utiliser un serveur, tu vois? Bah non, parce que là, ce qui est cool aussi, c'est que comme c'est dans une blockchain décentralisée, n'importe qui pourra les utiliser, c'est non, enfin, dans le temps, c'est intéressant et tout. Donc comment on fait pour utiliser la blockchain? Donc nous, on a travaillé sur l'historique. OK? Nous, ce qu'on veut, c'est la persistance de l'historique, comme des logs, en fait. Voilà, à Mmh. telle date, il y avait ça, à telle date, il y avait ça, et ça, c'est bien Un persistant. Le registre, on reste sur le registre. mais par contre, la montre, elle peut bouger. OK. Mais par contre, il y a la question de: «OK, mais du coup, la montre, comment on est sûr que c'est bien la bonne? Comment on est sûr que c'est bien celle-là, là, celle-là?» Bah, là, ce qui est cool, c'est que Watchfiet, et ils ont eu très raison de le faire, se sont pas dit: «Bah, vas-y, je vais utiliser, technologie NFC ou un truc qui existe. Je vais faire moi, je connais les montres, je sais mon domaine, je vais faire mon propre système». Et du coup, ce qu'ils proposent, c'est une boîte, OK, qui donne aux revendeurs. C'est des resellers, en fait, qui vendent des Rolex, hein, il y a pas de magasin officiel. Mmh. Puis même les autres, il y a beaucoup de resellers de montres. Donc si tu veux utiliser Watch Certificate, tu as la boîte en tant que reseller et toi, en tant que reseller, tu sais comment l'utiliser, donc tu mets la montre dedans, ça prend des photos à des endroits bien spécifiques, ultra HD, et ça fait tout un truc, en fait, ils sont propriétaires de la techno, pour être sûr de bien reconnaître, la montre à la rayure près et tout. Et nous, l'idée, c'est que la boîte envoie ensuite la data et nous, comment on fait après dans le smart contract pour gérer ça? Parce qu'un smart contract, enfin Ethereum n'est pas fait pour stocker beaucoup de data non plus. Donc comment on fait? Et c'est là qu'après niveau tech, on se débrouille. Et donc là, on a proposé pas mal de solutions, on s'est même challengé sur nos librairies, on a créé même des nouvelles choses pour eux, enfin c'était super intéressant. Et là, je trouve que la liaison entre le monde physique et le monde, digital est intéressante parce que là, on design des choses, on crée des choses, mais c'est assez spécifique, tu vois? Donc je Oui, pense ça que reste sur une montre, du coup, une voiture, je exactement, vois pas un gros scanner exactement. pour une voiture, parce que là, ça reste un petit objet, mais Je pense que je chaque marché doit vraiment réfléchir à sa façon de le faire correctement. Il y aura ça me paraît compliqué. En tout cas, aujourd'hui, il n'existe pas de moyen un peu, un standard qui dit: «Bah, ouais, non, si on fait ça, bah, non». Tu vois, One Bottle Club, enfin Interstellar maintenant, pareil, bouteille de vin, c'est compliqué. C'était compliqué avant les bouteilles de vin, tu en reçois une, si tu veux la vendre, tu es obligé de l'envoyer. Alors déjà, si tu veux envoyer une bouteille de vin, déjà, elle risque de se casser, ça pollue et en plus, bah, ça coûte cher. Donc là, du coup, c'est cool, en NFT, tu peux vendre du vin qui reste en fait dans une cave, limite chez le vendeur initial et c'est seulement quand la personne veut ouvrir la bouteille de vin, qui veut vraiment ouvrir le bouchon, que là, le NFT, burn, tu vois? Un truc comme ça. Ça, c'est intéressant aussi, tu vois? Mais ça va être encore une fois des technos très spécifiques en fonction des usages, tu vois? moi, j'avais aussi apprécié la billetterie, où je trouvais que c'est vrai que par rapport au nombre de faux billets, qui peut décevoir un fan, et ne pas assister à l'event alors qu'il est vraiment, il était sûr de son coup et je pensais pour le revendeur comme la Fnac, retoucher une commission sur un marché secondaire qu'il pouvait contrôler, et du coup refaire des heureux. Voilà, la vente de billets, ça s'est toujours fait, ça se fera toujours. Mais je trouve que cette technologie pouvait coller, mais sur des blockchains, privées où on n'a accès à rien et c'est la Fnac, qui gère tout. Mais en fait, ça utilise la technologie, de la blockchain avec les NFT et je trouvais ça, très utile, en tout cas. Ouais, ouais, bah, nous, tu vois, on a fait le système de ticketing pour la Non Fungible Conference cette année. On a créé Get Pass pour ça. C'est un autre projet, enfin, c'est une autre boîte et avec John Carr et on l'a utilisé pas mal pour la NFT, Biarritz. Heu, oui, c'est intéressant pour les fraudes, bien qu'après tu arrives quand même le jour J avec un QR code et du coup, faut un QR code dynamique. Donc ça, finalement, que ce soit centralisé ou décentralisé, tu as un peu le même problème.
Par contre, tu as parlé du second marché, ça c'est extraordinaire. Le second marché, ce qui est cool avec la blockchain, si tu fais vraiment des tickets Web3, vraiment Web3, que ta seule base de données, c'est la blockchain et ton front, c'est limite Etherscan. Nous, on n'a même pas de front sur GetEtPass, c'est Etherscan qu'on utilise. Donc pour te dire à quel point on est maximaliste on-chain, tu vois. Cool. C'est vraiment intéressant. Et du coup, quand tu fais ça, bah, tu peux contrôler le second marché. En fait, Ouais. tu vois, comme encore une fois, il y a des tokens gated, donc c'est-à-dire que ceux qui étaient l'année dernière qui ont le NFT de l'année dernière ont des grosses réductions, genre 90 ou même peut-être le ticket gratuit. C'est quand même dommage que dans le second marché, après des gens vendent le ticket genre à 20 balles, alors que toi, il est à 500 €, tu vois? Donc Oui. c'est intéressant aussi à des moments de contrôler le second marché. Le Web3, c'est la seule techno au monde qui te permet de contrôler vraiment un second marché, comme ça à la volée, tout en l'ouvrant, le fermant, des moments les plus stratégiques. Donc nous, pour NFT Biarritz, mais aussi pour, la Non-Fungible Conference, on a ouvert le second marché à un certain moment. Tu pourrais même ouvrir le second marché à certaines personnes. Uniquement si tu es, un ancien holder, tu as cette opportunité ou quoi. Donc ça, c'est cool. Le contrôle du second marché, tu peux créer du FOMO pour ça. Tu peux créer des vraies dynamiques marketing. D'autant plus que, en effet, tu peux autoriser les gens qui étaient à ton événement l'année dernière, mais ce que tu peux faire aussi, c'est autoriser des gens qui ont n'importe quel autre NFT de n'importe quelle autre communauté. Tu vas inviter des gens qui ont qui sont fans de Lacoste, qui ont une Porsche. Enfin, tu prends n'importe quelle collection stylée qui existe aujourd'hui, bah, tu peux faire OK, 50 de réduction pour tous les détenteurs du NFT Porsche qui sont fans de Porsche. Et tu as la communauté Porsche qui vient chez toi. Et tu arrives à les identifier le jour de l'événement, parce qu'ils sont venus avec leur NFT Porsche. Tu vois, c'est stylé, sans demander l'autorisation à Porsche. C'est une base de données publique. Tu sais qui a accès, pas accès à Porsche. Enfin, tu vois les wallets, tu vois? Et tu as plein de mécanismes comme ça intéressants Web3 que tu peux déclencher. Et ça fait des vrais partenariats. Parce que tu vois, par exemple, si tu prends une collection NFT qui commence un petit peu, tu vois, où le price floor, donc la popularité commence un peu à chuter. Tu les contactes. Tu leur dis: «Écoute, moi ce que je te propose, mon événement NFT Biarritz, je te fais un utility, OK? Tous tes holders, donc tous les gens qui possèdent ton NFT, je leur fais, 50 de réduction sur NFT Biarritz, OK? Mon billet, il a coûté, c'était 90 € la journée. Bon, du coup, ça va coûter 50 €. Toi, ton NFT, il coûte plus que 2 € maintenant parce qu'il a chuté. Du coup, c'est plus rentable pour les gens d'acheter ton NFT et d'acheter le NFT Biarritz, OK? Que d'acheter directement un NFT Biarritz. Donc pour ceux juste qui veulent venir à NFT Biarritz, ils vont venir chez toi et comme ça te permet toi d'avoir un levier. Ils vont rejoindre ton Discord et tout, ils vont Mmh. peut-être découvrir ton truc et moi je t'apporte de l'attraction. Même avant même de venir à mon événement, je t'apporte Mmh. déjà de l'attraction. Sois sponsor et en plus regarde, je te fais un stand et en plus je te nanana et ça c'est le Web3. Tu as des Ouais, tu as des stratégies marketing comme ça dans le Web3. Si tu fais vraiment du Web3, donc si tu utilises vraiment les mécanismes Web3 qui sont formidables et c'est ça qui est intéressant à creuser. Je saisis la perche justement en parlant de stratégie, marketing, c'est ce que j'écrivais, là dans mes petites notes, sur ce que tu disais. Parle-nous un petit peu, d'OpenGem justement pour bien faire le lien, sur ta vision, justement du développement marketing qui au final, hem, montre les limites du fait de dire, «Ouais YOLO, le NFT c'est un certificat d'authentification». Voilà. Ouais, non, c'est bien plus en effet. Hem, Moi, j'aime bien définir un NFT comme une boîte, OK? C'est une boîte, un NFT, c'est juste une boîte, OK? C'est un support, c'est une boîte dans laquelle tu peux mettre des choses dedans. Une image, un ticket, tout ce que tu veux, une carte grise du coup, une carte d'identité, ce que tu veux. La question de savoir, c'est est-ce que cette boîte, à quel point elle est poreuse? À quel point elle est sécurisée? À quel point elle est ouverte, tu vois? Mmh mh. OK. Si elle est bien fermée, bien dans la blockchain, tu peux être sûr que ce qu'il y a dedans, ça va perdurer, ça va être persistant. Tu vas le garder dans le temps, OK? Ça va pas bouger, c'est OK, c'est sûr, OK? Sauf que sauf que dans un projet, il n'y a pas que la tech, OK? Un projet NFT, mais même tous les projets en vrai, mais bon, un projet NFT, c'est 3 grands piliers, OK? Donc il y a la tech, ce que je viens d'expliquer là, la propriété, la souveraineté, la persistance. Est-ce que technologiquement, tu es assuré que ton NFT, est sûr? OK? C'est ce qu'on fait nous chez OpenGem. On sécurise des smart contracts, on sécurise des NFT, OK? Pour ça, on accompagne des projets qui le souhaitent. Des fois, rarement, tu vois, quand la NFT Factory nous a demandé de faire leur smart contract, on a développé pour eux un smart contract, mais on n'est pas une Mmh. agence. On accompagne plus, on aide des développeurs, on aide des chefs de projet aussi, parce que c'est quand même très nouveau. Et attention, on est très agile. Si tu parles à des techs, ça va influer le besoin, ça va influer ton produit en fait, donc ça va influer les fonctionnalités. C'est bien de parler à tout le monde en même temps.
donc les techs, mais aussi les chefs de projet ou les gens qui font du marketing aussi, parce que regarde ce que je t'ai dit là, c'est super important, hein. Et c'est dans le code que je vais le faire, c'est pas des trucs après qu'il faut penser. Il faut y penser dès le début. Oui, OK? mais il faut, comme tu Allez, dis, il faut en parler à ceux qui font le marketing, parce que c'est eux derrière qui vont exactement. vendre, ce que tu as fait. Exactement. Mais on n'est pas des experts de ça. C'est juste que, bah, on sait comment le coder et on voit le truc. C'est pas nous qui allons le faire derrière. On n'est pas une Mmh. agence. On accompagne, on assure en tous les cas aux projets que leurs utilisateurs auront des choses sécurisées et d'ailleurs, ils peuvent souvent nous, on publie sur notre site des audits et du coup, les projets, la première chose qu'ils font dès que c'est publié, ils donnent à leur communauté: «Regardez, ça a été audité par OpenGem, regardez ce qu'ils ont écrit, ce qu'on fait, c'est vraiment bien» et nous, on détaille, quoi dans le code qui est bien. Des fois, il y a des choses, et c'est normal pour des jeux vidéo, qui bougent, mais au moins c'est assumé, c'est écrit, enfin, tu vois? On est très transparent. OK, OK. Ça, c'est un aspect d'un projet. Il y a après l'aspect marketing, comme tu l'as dit, et là, on n'est pas vraiment dessus, tu vois? On peut avoir un super marketing, mais une tech nulle. On peut avoir un super marketing et une bonne tech. Nous, c'est intéressant qu'on parle aux gens qui font du marketing, mais c'est pas notre domaine, OK? On n'est pas une agence marketing, pas du tout. Et après, il y a le fond, il y a vraiment ce que tu mets dans le NFT. Nous, on va pas vraiment regarder si tu mets une œuvre d'art, on va pas juger l'image. L'image, elle est belle, pas belle, c'est trop Mmh. subjectif, on juge pas ça. Donc quand on fait des audits, si tu as une bonne note ou une mauvaise note, on ne juge pas le marketing, on ne juge pas l'asset, OK? Donc des fois, je sais qu'il y a des gens qui le prennent mal en mode: «Mais c'est un super artiste et tout». Et oui, oui, mais c'est comme Yuka. Vous connaissez Yuka dans les supermarchés. On scanne les Mmh. aliments, c'est bon, c'est pas bon pour la santé. Le Nutella. Moi, j'adore le Nutella, OK? Ils ont un marketing incroyable, j'en ai mangé quand j'étais petit, c'est émotionnel, OK? Donc j'ai de l'émotion par rapport à ça. Par contre, le Nutella, je suis content de savoir aujourd'hui que c'est pas bon pour la santé. Enfin, tu vois? Enfin, genre, c'est une info dont j'ai besoin. Maintenant, quand j'en mange, je suis conscient de ce que je fais. C'est pareil OpenGem. C'est ce qu'on vous donne. On vous donne la data de sois conscient de ce que tu achètes, OK? Mmh. C'est peut-être moi, j'ai des dans mon wallet, j'ai des NFT avec des mauvaises notes OpenGem. J'ai Polka Monster là, c'est des petits monstres qui font des c'est comme des petits, Pokémon qui font des batailles, c'est un jeu vidéo en fait. Le smart contract, il est hyper centralisé. Mais c'est pas grave, j'aime le jeu. Enfin, tu vois? C'est OK, sauf que je sais que ce truc-là, à n'importe quel moment, bah, le projet peut changer mon image, peut changer mon monstre en fait. Donc si j'ai un monstre rare, bah, c'est comme un skin Fortnite, du jour au Mmh. lendemain, je peux le perdre. Faut juste le savoir, tu vois? Donc C'est ton choix après, c'est ton ça, libre c'est ton arbitre. choix. Mmh. Puis, tu as le droit enfin moi j'ai toujours joué à Call of Duty, à World of Warcraft, à tout ça, donc en fait, en vrai, on a l'habitude de ça. Ça a toujours été comme ça. C'est juste, c'est un peu dommage si le projet fait la promo des NFT en disant c'est persistant et tout, là je serais pas content. Mais souvent ils le font même pas, ils disent juste c'est des NFT et les gens dans l'inconscient ont l'impression que c'est sécurisé et c'est là où on intervient. On fait: «OK, OK, c'est pas parce que c'est des NFT que c'est toujours sécurisé. Ça dépend du code de ton NFT et il y a plein de codes pour ton faire un NFT». Voilà. Et parfois sur la propriété, c'est très flou parce que oui, on a en fait un ce qui nous appartient, c'est le smart contract, mais parfois l'œuvre en elle-même, est-ce qu'elle appartient à vraiment, celui qui l'achète? Je trouve qu'il y a encore un flou. Heu, Exactement. Ce qui t'appartient tout le temps, c'est la boîte. C'est comme si tu achetais la Joconde et ce qui t'appartient, c'est le cadre. Ça, c'est sûr, tu l'as le cadre. Par contre, ce qu'il y a mmh dedans, on ne sait pas si ça t'appartient déjà et en plus, ça peut changer et ça peut disparaître. Même si c'est chez toi, c'est-à-dire dans ton wallet, même si tu protèges chez toi, donc tu es chez toi, tu mets un verrou, tu le protèges contre les incendies, tu protèges contre l'humidité, tu protèges contre tout, tu es chez toi. Ça, c'est comme si tu avais ton wallet, c'est un ledger, tu fais attention à ta ledger, tu fais attention à ta phrase manique, blablabla, tu fais super attention. À toi, ton niveau, tu fais gaffe, OK? Mais le smart contract du NFT dit que l'image, en fait, elle t'appartient pas, elle appartient toujours à l'artiste, donc tu as aucun droit dessus, peut-être. C'est même du juridique, tu vois? C'est bien quand c'est écrit dans le smart contract. Des fois, c'est pas du tout écrit dans le smart contract, donc tu sais même pas. Faut aller sur un site web pour le savoir, donc alors bonjour la décentralisation et des fois même, technologiquement, bah, l'image, elle est où? Bah, le cadre, il est chez toi, c'est vrai, c'est ton token, c'est dans ton wallet. Par contre, l'image, elle est hébergée où? La boîte, elle est ouverte, elle est hébergée dans un serveur Google. Sur et Google, mec. bah, Bah non, sur Google, évidemment que c'est pas Google déjà, le projet arrête de payer Google, ton image elle disparaît. Google disparaît, ça disparaît. C'est pas on-chain. Il y a rien on-chain et tu peux mettre des choses on-chain. Alors des fois, c'est cher, mais il y a beaucoup de méthodes pour rendre la chose plus économique et surtout mieux utiliser la blockchain, mieux utiliser EVM. C'est ce qu'on fait chez OpenGem. C'est ça nos librairies. Si on apprend aux devs à aller plus loin que juste mettre une image dans un token et que ça coûte des milliers d'euros. Non, non, elle a été pensée bien, la blockchain, yes, ça c'est OpenGem.
Ouais, je montre un petit peu Et le là, ce qu'on fait justement, nous, chez OpenGem, on a fait beaucoup d'audits, donc ça fait 2 ans et demi qu'on fait des audits maintenant, on en a fait plus de 250 à peu près. La première audit qu'on a fait, c'est Sora. Après donc on a fait les NFT d'Airbus, on a des petits projets, des plus grands projets, crypto, moins crypto, OK? Et comme là, on travaille maintenant pour la NFT Factory depuis un petit moment, on rencontre de plus en plus d'artistes, donc des artistes, en fait, qui nous disent: «OK, c'est bien ce que vous faites, enfin, c'est cool d'utiliser d'ailleurs vos standards chez la Factory, la NFT Factory, mais nous, on n'est pas développeurs, donc vos outils», parce qu'on nous propose des outils pour les développeurs, nous, ils sont trop tech. Est-ce que vous n'auriez pas une interface pour nous simple, pour mmh, pour faire des smart contracts sécurisés? Et là, c'est ce qu'on est en train de déployer. Donc on a déjà mis en prod notre déployeur, donc c'est un outil no code, OK, pour faire des NFT tout simplement. Tu prends une image, tu la drag and drop, tu la glisses dans ton navigateur et nous on te propose, le smart contract. Tu as juste à appuyer sur un bouton et toi, tu déploies le smart contract que nous on a codé pour toi. C'est vraiment toi, il t'appartient en tant qu'artiste, tu es souverain de ton œuvre à 100. Nous OpenGem, on n'a pas la main dessus et on assure à tes utilisateurs, à tes acheteurs, donc les gens qui vont minter, de bien posséder leurs assets et qu'ils les garderont dans le temps et tout. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, là, c'est notre travail actuel chez OpenGem. On fait moins d'audits, on travaille vraiment sur cet outil parce qu'on nous l'a beaucoup demandé et c'est vrai, c'est dans l'ordre des choses. C'est bien de travailler pour les devs, mais à un moment, si on veut vraiment sécuriser le monde Web3 et les NFT, il faut en venir à là. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Elle est déjà en prod, mais elle est en. Si vous vous inscrivez là, vous allez sur un Telegram et on vous ajoute sur la whitelist pour la tester. C'est en bêta. On a plein de retours utilisateurs en ce moment, c'est super. On a commencé à NFC, on a rencontré plein d'artistes, à NFT Factory aussi. Ça fait 3 mois qu'on récupère les retours utilisateurs. Là, l'idée, c'est de sortir. C'est bon, là, maintenant, déjà, on a une version qui fonctionne à la NFT Factory. On a une version qui fonctionne à nous, mais on a plein de retours. On veut vraiment l'améliorer. On est très content des gens qui nous apportent toute cette bienveillance, tous ces feedbacks. Les feedbacks, c'est des cadeaux, hein, on les prend. Et l'idée maintenant, c'est de mettre en place tous ces retours pour que d'ici la fin de l'année, grand public, ça soit ouvert et n'importe qui puisse directement faire des NFT sécurisés. et qu'est-ce que tu penses alors de la tokenisation de l'immobilier comme, Realty où du coup, faut des smart contracts assez solides, faut bien être audité, c'est quand même très enfin, je trouve que la technologie, peut s'adapter en à avoir une part, d'un appartement ou d'une maison, mais comme tu dis, il faut qu'il y ait la sécurité derrière. Donc, en tout cas, qu'est-ce que tu penses, de l'immobilier et des NFT? Est-ce qu'il y a un mélange qui peut être fait et comment tu vois ça dans les années à venir? Toujours la même question, comment est-ce qu'on fait pour lier, l'asset physique à l'asset digital? Alors l'immobilier, c'est cool parce qu'il y a quand même l'adresse, elle risque pas trop de changer, donc ça, c'est assez simple. Enfin, ça me paraît résolvable dans tous les cas. On peut aller vérifier. Ouais, ouais, ça paraît assez bien. Non, après non, bah, oui, pour moi, c'est tout à fait possible. Même plutôt, un cas assez, bah, qui fit bien, quoi. Enfin, il y a enfin, genre, moi, ça me paraît tout à fait faisable. Par contre, il va vraiment falloir auditer le smart contract par plusieurs experts, quoi, enfin, sur plusieurs pans, en fait. Parce que bon, il y a la propriété, la persistance, comme je dis là, mais il y a aussi tout le truc non alors, nous, on le fait aussi un petit peu chez OpenGem, évidemment, mais il y a des gens qui le font bien mieux que nous, sur la partie, technique. Parce que du coup, en effet, tu as le NFT, mais après le NFT, il est vendu sur des marketplaces. Enfin, après, il y a d'autres smart contracts, ton NFT, c'est ça que je veux dire. Tu as le smart contract vraiment de ton NFT. Déjà, tu peux avoir des proxys, donc des autres smart Mmh. contracts qui interagissent, et qui peuvent changer ton NFT. Et en plus, après, tu as d'autres smart contracts qui prennent possession de ton NFT pour faire des actions dessus. Et là, je pense qu'il y a un gros risque quand même là-dessus, parce que c'est une maison Ouais. quand même, tu vois? Enfin, bon, c'est comme un Bored Ape à plusieurs millions, tu me diras, d'euros. C'est chaud. Quand OpenSea avait fait OpenSea s'est foiré 2-3 fois là sur ses smart contracts. Les gens ont perdu des NFT très chers. Là, tu perds une maison, c'est sur la blockchain, si on veut en plus anonymiser le truc, c'est perdu, quoi. Donc, Et bah, puis plus c'est des assets importants, plus c'est sûr, va falloir faire des gros contrôles. Et je pense que même les experts bon, heureusement maintenant il y a l'IA quand même, qui est quand même très forte. Nous on utilise beaucoup l'IA avec, OpenGem maintenant. Au début, bon, faut quand même lui apprendre, enfin c'est du deep learning, faut donner ton barème, donner des exemples et tout, mais à la fin, elle finit par aussi nous apprendre des trucs et heu et je pense que ça va vachement aider à décentraliser, à rentrer là-dedans, dans ce jeu-là, parce qu'on va pouvoir de plus en plus «auditer» entre guillemets «facilement». Mais par contre, ouais, mon gros warning là-dessus, c'est oui, c'est possible, mais va falloir faire gaffe. Parce qu'en fait, il faut savoir que le Web3, contrairement au Web2, quand on fait un code, on le met pas en ligne, on le déploie dans la blockchain et quand c'est déployé sur la blockchain, c'est immuable, on peut plus y toucher. On peut toucher dans son code uniquement ce qu'on a prévu. On peut mettre des variables, on peut mettre des choses, tu vois? Mais si on n'y a pas pensé en amont, on peut pas y toucher par la suite. On peut pas faire de mise à jour, en fait.
Donc faut être très vigilant. Faut être très Et vigilant par rapport à ça. et comment alors vois-tu les BRC20 du coup, qui ont été des smart contracts sur Bitcoin? Enfin le BRC20, comment tu l'as perçu? Comment est-ce que tu t'y es intéressé? Est-ce que tu as minté? Ouais, alors nous alors pour le coup sur Bitcoin, les ordinals nous sont beaucoup demandés, heu, sur OpenGem. On va implémenter. Hem dans l'idée, ce qui se passe en règle générale sur Bitcoin est assez décentralisé, parce que tout se passe dans les logs, en fait. Tout se passe dans en fait, tu as des interactions, enfin des transactions, pardon, et dans ces transactions, tu peux mettre des infos particulières ou quoi. C'est ce qu'on utilise d'ailleurs un peu en EVM des fois quand on veut ne pas mettre dans le token un truc super lourd et tout. C'est pas mal, enfin genre, j'ai peu d'avis sur c'est bien ou c'est mal. Je comprends les bitcoiners «maximalistes» entre guillemets qui trouvent ça mauvais parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de ressources. Là où le protocole Bitcoin n'a pas été designé pour ça. C'est un petit hack en fait. Du coup, est-ce que à long terme, si on utilise ça beaucoup, est-ce que ça va pas congestionner ce réseau qui n'est pas designé pour ça? Est-ce que c'est pas un peu dommage? Heu, je sais pas. Je n'ai pas d'avis par rapport à ça. Par contre, mon avis sur la décentralisation, c'est que ouais, Mmh. c'est plutôt bien décentralisé. Par contre, on peut pas aller aussi loin que EVM. EVM, on peut mettre une image on-chain. Là, on peut pas aller aussi loin. Et tu peux quand même mettre une preuve de provenance, tu peux quand même mettre enfin, tu peux faire pas mal de choses quand même, tu vois? Mais, mais est-ce que c'est bien ou mal? Bon, moi, je rentre pas trop là-dedans, plutôt techniquement, ouais, c'est décentralisé. Et techniquement, tu as trouvé ça intéressant quand c'est sorti? Ouais, En tout cas, mais c'est, carrément. Mais pour tu faire sais, ça découvrir le NFT, c'est carrément. Ça m'a fait ouais, beaucoup penser aux CryptoPunks, hein. Les CryptoPunks ne sont pas des NFT, c'est des ERC20 aussi. Et ouais. du coup, c'est un hack qu'ils ont fait. Ils ont mis une preuve de provenance dans le smart contract et chacun en fait en fait personne n'a l'image. En fait, c'est tout le monde qui a l'image, qui doit la stocker chez lui et tout le monde peut prouver grâce au smart contract qu'il possède bien ce CryptoPunk. Enfin ça, c'est vachement intelligent. Enfin, c'est des hacks, c'est ingénieux, c'est des hack, attention, quand je dis hack, c'est pas des pirates informatiques. D'ailleurs, hack au sens du Des MIT astuces. du terme, c'est trouver une solution non conventionnelle à un problème donné ou à un besoin donné. Donc c'est trouver une solution non conventionnelle. Ce n'est pas conventionnel de mettre des images et de faire des NFT avec Bitcoin. C'est un hack, mais c'est très ingénieux. Tous les hacks sont très ingénieux. D'ailleurs, les premiers vrais hackers qui voulaient hacker des systèmes d'information, ils faisaient quoi? Ils se connectaient à une base de données, ils mettaient login admin, mot de passe admin, parce que les 3 quarts ne changeaient pas et ça marchait. C'est des hackers. C'est pas juste des gens ouf en informatique, c'est juste des gens ingénieux, tu vois? C'est ingénieux. Toutefois, j'ai quand même, une dernière question, qui est un petit peu de savoir alors il s'agit pas de faire du conseil en investissement et cetera. Mais est-ce qu'il y a, avec ton expertise et le savoir-faire que vous avez acquéri avec OpenGem, est-ce qu'il y a une collection de NFT ou un principe derrière une collection de NFT qui, d'après toi, sort du lot? Bah, sors du lot, bah, moi niveau tech, je t'avoue, j'ai beaucoup apprécié faire le ticketing de NFC parce que ça m'a vachement trigger. Ouais. Voilà, mais après est-ce que ça prendra de la valeur? Est-ce que ça va pump, pas pump ou quoi? Je suis vraiment pas là je suis vraiment très utility moi. J'aime beaucoup qu'on me challenge sur l'utility, mais jusqu'au prochain projet qui me challengera, tu vois? Airbus nous ont aussi pas mal challengés. On a fait l'NFT d'Airbus, l'année dernière. Ils nous ont aussi pas mal challengés et là, ils nous re-challengent sur, donc on a travaillé pour Airbus Hélicoptère. Heu, Ils réfléchissent sur la supply chain. Il y a Space in Defense aussi qui nous ont contactés. Enfin, je pense jusqu'au prochain, qui va me challenger, que je vais trouver super intéressant. Mais j'ai pas vraiment nom de ouais, voilà. Et moi, j'avais, du coup, cette question sur la régulation. Il y aura MiCA 1, il y a MiCA 2. C'est vrai on a eu Waltio aussi qui nous expliquait que pour l'instant, il n'y avait pas de cadre juridique sur les NFT, sur les plus-values. Heu, qu'est-ce que enfin, je suppose que tu t'y intéresses, que tu lis, tout ce qui sort. Qu'est-ce que tu aimerais, voir dans le futur? Je vois que l'Europe prend les devants par rapport aux États-Unis. Du coup, les investisseurs, s'intéressent en tout cas, passe par l'Europe, du coup, pour rentrer dans la blockchain. Hem, est-ce qu'il faut tout de suite un cadre NFT? Est-ce qu'il en faut pas? Et comment vois-tu les choses, dans l'avenir? Si, si, un cadre NFC, c'est maintenant qu'il faut poser quelques règles, même si on les change après, parce que sinon, on pourra jamais garantir l'interopérabilité,
Le métavers ne pourra jamais exister si on ne met pas quelques règles là-dessus. On a rejoint, nous, le groupe de l'AFNOR pour travailler là-dessus, justement, sur le métavers et les NFT. Et c'est vachement intéressant parce que du coup, alors nous, moi, j'ai ma vision très technique et tout, j'ai plein de choses à dire par rapport à ça. En gros, il faudrait des NFT intercompatibles qui puissent comme ça permettre au monde du métavers une interopérabilité. Donc tu as les mondes du métavers, tu en as plein, tu as plein de mondes, tu as plein d'applications. Tu pourras avoir World of Warcraft, tu as The Sandbox, tu as Decentraland, tu pourras avoir Call of Duty demain. Okay, pour que ces trucs puissent bien être intercompatibles, que tu puisses utiliser ton personnage d'un univers à l'autre, ton item, ton arme ou quoi, je sais pas. Ce qu'il faudrait bien, c'est que dans la blockchain, donc ta base de données, que les NFT soient bien intercompatibles, soit bien compatible avec tous ces mondes. Et comme ça, tous les mondes pourraient même aller demander à la blockchain. Enfin bon, tout un truc. Et, euh, et ça, c'est intéressant quand même d'y réfléchir dès maintenant. Parce que plus, en l'occurrence, plus c'est décentralisé, plus c'est facile de le faire. Bon, je pense que la régulation, j'ai. Ouais, mais c'est impressionnant tout ce que enfin Damien, c'est impressionnant, tout ce que tu es surtout, en tout cas sur, tout le domaine des NFT. Donc, en plus sur la sécurité, c'est quelque chose que je vois qui te tient à cœur et du coup, bah, non, mais c'est très important. Par exemple, sur les smart contracts, il y a aussi quelque chose qui me passionne, c'est les diplômes et je trouve que ça si on me demande, en quelle année j'ai eu mon bac pro informatique, bah, je saurais pas trop te répondre. Mais grâce à la blockchain, récupérer une information comme, l'année où je l'ai eue ou voir une transaction, est beaucoup plus rapide que parfois aller, retrouver un mail ou retrouver, dans mes papiers, le vrai diplôme. Et Mhm. après, il faut regarder la date et je trouve que la blockchain peut s'adapter au diplôme. On a eu, Sam de Node Guardians et je trouvais ça très intéressant de prouver, non pas par un nom, prénom et son expérience, juste avec un chevalier, son niveau et ses compétences. Est-ce que tu penses aussi que le NFT, par rapport à un diplôme ou par rapport à plus tard le recrutement, peut avoir un succès? Mhm. Je pense qu'il faut challenger la tech un peu. Je sais pas si c'est le NFT la bonne tech. Parce que tu vois, aujourd'hui, enfin, en tout cas, en tous les cas, aujourd'hui, comment fonctionne, ce système de diplôme? C'est un registre qui est hébergé dans le serveur de l'école, quoi, en gros, ou dans les C'est ça. documents, enfin bon, c'est pareil, hein, un registre, quoi. Du coup, est-ce que la question, c'est est-ce que je fais vraiment un NFT ou est-ce que je fais un smart contract qui est en fait un tableau où je mets, bah, tous les élèves, je sais pas comment j'identifie les élèves, mais tous les élèves avec la date et du coup, ce registre-là, il serait accessible par tout le monde, mais seule l'école pourrait interagir avec et seulement ajouter des choses et pas supprimer des choses, peut-être, ou enfin, tu vois? Ou peut-être supprimer des choses parce que finalement il y a un problème, mais du coup, il y a l'historique. Enfin, challenger la tech. Mais oui, la blockchain, je pense que pourrait avoir beaucoup de valeur là-dedans. Et NFT, je sais pas, ça se challenge. Peut-être NFT, parce que je pense qu'il y a des pour et des contre et je pense que ça se je connais pas assez le domaine, il faut vraiment que je rentre vraiment en Mmh mh. empathie, et que je comprenne bien le besoin pour me positionner, mais ouais, intéressant. Et les Sundboom tokens, tu en penses quoi aussi de cette nouvelle technologie qui est arrivée? Pour l'instant, il y a eu enfin pas un succès, mais on en a beaucoup parlé quand c'est apparu. J'ai pas vu encore beaucoup de cas d'usage mais comment as-tu perçu l'information? Est-ce que tu en as déjà eu l'utilité ou est-ce que tu as déjà vu des cas pratiques? Oui, oui, les NFT non transférables, c'est une «révolution» entre guillemets. Ça fait bien longtemps que dans un smart contract, on peut bloquer une transaction ou quoi, enfin genre, c'est un transfert. Pour moi, c'est pas une révolution, c'est quelque chose qu'on pouvait faire depuis toujours et qui est même qu'on a bah, chez Quai-d'Espace, on le faisait, tu vois? Bon, ça existait déjà, mais tu vois, on n'a pas eu besoin d'implémenter cette enfin, c'est pas une révolution en soi, c'est quelque chose que tous les devs, je pense, savent que c'est possible depuis très longtemps. Ça s'est un peu démocratisé par un mot un peu marketing et après, c'est pas mal, comme ça les gens se rendent compte que c'est possible. Je pense qu'il faut des coups marketing comme ça pour se rendre compte de l'usage possible et pour démocratiser le truc. Est-ce que c'est bah, oui, est-ce que c'est utile? Oui, alors bon, moi, je l'ai pas utilisé comme ça, parce que moi, comme je dis, pour les ticketing, à un moment, j'ai bloqué, personne pouvait échanger son ticket et c'était très utile, c'était indispensable pour que l'event ne se dévalue pas complètement. Est-ce que ça serait utile que ça soit ça à vie? Peut-être. Bah, comme tu dis pour le diplôme, peut-être. Moi, j'ai juste un warning par rapport à ça parce que on a du mal à sécuriser nos wallets. Donc ça veut dire que, bah, si tu perds enfin tu le perdras jamais vraiment. Mais si quelqu'un a accès à ton wallet, il pourra pas le transférer ce truc, c'est vrai. Mais toi, tu pourras rien en faire de ce wallet non plus. Donc est-ce que c'est bien de le faire sur des wallets? Je te dis encore une fois, ça va dépendre du projet, ça va dépendre du besoin, ça se challenge. En fait, ça se design. Chaque projet, c'est du design. Alors design, c'est pas au sens, graphique, un design, c'est au sens, encore une fois, noble du terme, c'est de la conception. Une conception projet. Peut-être que pour certains projets, le Sunbound Token fit tout à fait correspond tout à fait aux besoins
Je pense que pour la plupart du temps, non, il faut customiser un peu et faire son propre smart contract. Tu vois, en fait, faut voir un smart contract et même un NFT, enfin, faut voir les projets blockchain, les projets Web3 comme des projets web. Un projet Mmh. web, tu peux faire un site web, tu en as des gratuits en utilisant, un WordPress ou quoi. Tu veux customiser ton WordPress, tu peux payer, 10 €, 50 € pour avoir un template un peu joli, avoir un truc qui fait pro. Ou tu peux avoir des grosses applications comme, des applications bancaires ou des applications, enfin, tu vois, des gros trucs qui sont en fait des applications. Et du coup, bah, ça va de gratuit limite ou 10 € à, 100 000 €, enfin, tu vois? Ou voire même plus. Bah, c'est pareil pour un smart contract, c'est pareil pour des projets Web3. Tu as tout. Quand on me demande moi combien ça coûte un NFT ou comment je fais pour faire mon projet Web3, je dis: «Bah, attends, comme dans le web, comme un site web, on va regarder, truc». Et moi j'ai, alors évidemment, j'ai une expertise par rapport à ça, surtout par rapport à NFT et les tech, mais il y a aussi plein d'autres choses, à prendre en compte et voilà. C'est souvent du sur mesure, donc du coup, tu es quelqu'un qui va sur OpenGem et qui vous contacte. Vous avez pas d'offre avec des prix fixes, Bah, si. vous Alors, bah, c'est souvent, ça dépend du projet, ça dépend énormément du projet, mais non, souvent, les artistes, ils veulent tous la même chose. C'est pour ça qu'on fait la plateforme et on proposera un seul smart contract. Mmh. Souvent, les gens, enfin nous, en tout cas, notre combat, c'est rendre les smart contracts, offrir sécu de la souveraineté grâce à nos smart contracts aux artistes, en tout cas aux créateurs, et de la propriété à l'acheteur. Et donc du coup, comme ce besoin est récurrent, on a fait des librairies. Donc on a, enfin, c'est des extensions. Donc en gros, ça, ouais, c'est, tu vas sur OpenGem, tu vas sur notre GitHub, tu récupères nos trucs et on fait pas du custom. Si tu veux du custom ou si tu veux même une audit sur notre site web, pour mon projet à moi, je veux que tu parles de ça, parce que regarde, j'ai fait comme ça. Bah là, bon, bah là, du coup, c'est comme ça qu'on travaille. Enfin, tout le reste, c'est gratuit. génial, impressionnant. Enfin, merci Damien, j'ai adoré. Je Cool. mettrai tous Moi les aussi. liens en bas de l'interview, et puis, au plaisir de te revoir, sur des events. Je sais que tu y traînes, donc merci beaucoup, Damien. Avec grand plaisir.